Bonjour et bienvenue à tout le monde à ce webinaire organisé par le MEDEF Île-de-France, mais aussi les MEDEF territoriaux d'Île-de-France. Ah bon. Et non, Si. Marjorie. Oui, oui, tout à fait, T'inquiète. je te confirme. Voilà, donc on va faire ensemble un point sur l'intérêt et les modalités des formations à distance, notamment pendant cette période de confinement et aussi de chômage partiel d'ailleurs pour certains, parce que ça peut donner des opportunités. Et nous sommes ce matin en force pour être le plus concret possible et répondre aux questions de tous ceux qui vont nous rejoindre. Vous retrouverez différents coordonnées sur le chat. Et nous accueillons ce matin donc le FOD avec 3 F au départ. Aurélia, je vous fais un petit signe et puis vous vous présentez à la suite. Donc Aurélia. Bonjour, bonjour à tous et merci pour votre invitation de ce matin. Donc, je suis Aurélia Bollet, la déléguée générale du FOD, le Forum des acteurs de la formation digitale. Donc, on est une association, loi 1901, qui est en fait une association de référence dans l'écosystème de la formation professionnelle avec un objectif, favoriser le développement des bonnes pratiques de la formation à distance avec toujours un souci d'assurer la qualité des parcours de formation. Donc, nous avons au sein de l'association une pluralité d'acteurs impliqués dans le développement du numérique et de l'innovation pédagogique. Ça peut être des organismes de formation, publics ou privés. Ils peuvent être centres d'apprentissage, écoles d'ingénieurs, centres de formation continue des universités, organismes de formation. Vous avez également des financeurs qui sont notamment les opérateurs de compétences, des prestataires de solutions techniques au service de la formation à distance, et puis des consultants indépendants. D'accord. Et vous avez publié différents guides Voilà. très récemment, Alors, justement, dans le cadre de la réforme. face à la crise et les annonces du gouvernement sur le confinement avec une bascule de dispositifs du présentiel sur du distanciel, nous avons développé un certain nombre d'actions. Donc, lancer une boîte à outils de la formation digitale auprès de nos adhérents. Donc, vous trouverez sur le site du FOD, je vous laisserai les coordonnées, c'est www.3fod.fr, un ensemble de ressources sur les bonnes pratiques de la formation à distance et puis l'opportunité aussi de voir les dispositifs et les ressources gratuites qui ont été mis à disposition de tous dans cette période de confinement. Et surtout un cycle de webinaires que je vous conseille qui en fait est disponible en replay sur le site. Donc c'est un cycle qui a été monté en urgence pour essayer d'accompagner les professionnels de la formation dans cette situation délicate de devoir développer en urgence et à marche forcée du distanciel, et avec des focus beaucoup sur le cadre réglementaire, sur les dispositifs et mesures d'urgence qui ont été annoncés par le gouvernement, et puis un ensemble de bonnes pratiques pour développer de la formation à distance avec des critères de qualité et surtout des retours d'expérience. Merci Aurélien, on y reviendra justement tout à l'heure dans le cadre de nos échanges. Nous accueillons aussi Acto. Acto représenté ce matin par Barbara et Florence. Barbara. Oui, bonjour à tous. Merci de nous accueillir également. Donc Acto, opérateur de compétences, nouvellement créé au 1er janvier 2020. Pour vous rappeler rapidement les contours, Acto, c'est la fusion de 4 anciens OCA, que sont Intergros pour le commerce de gros, le FAFTC pour la branche du travail temporaire, le FAFI pour les branches de l'hôtellerie-restauration, Opcalia pour les différentes branches, puisque Opcalia était un OPCA interprofessionnel et interbranche, avec 32 branches. Et Acto, c'est également une autre branche professionnelle avec la propreté. Donc, un vaste sujet, cette fusion de différents OPCA en un seul opérateur de compétences. Donc, pour ma part, je suis Barbara Savane, donc je suis responsable du développement pour la structure Acto Réseau Opcalia,
puisque pour le moment, le réseau est encore scindé avec ses anciens OPCA. Et donc, mon travail est d'accompagner les conseillers formation et conseillers emploi et compétences dans leur mission territoriale pour être au plus près des entreprises et donc plus globalement en charge de la relation client pour l'Île-de-France. Pour vous donner très rapidement le rôle d'Acto, globalement, c'est bien d'accompagner les entreprises TPME dans le développement justement des compétences de leurs collaborateurs. C'est aussi d'insuffler un peu cette dynamique alternance et de faire en sorte de donner aux entreprises des modalités de recrutement et d'emploi un peu différentes, parfois allégées en termes de charges notamment. Donc notre rôle est aussi d'accompagner ce développement de l'alternance et puis de proposer des leviers de financement pour des entreprises peut-être de plus grande taille, jusqu'à 250 collaborateurs, avec des dispositifs nationaux ou européens pour aller solliciter justement des cofinancements et accompagner encore une fois le développement des compétences des collaborateurs en entreprise et la formation professionnelle. Donc nous, notre rôle en tant qu'OPCO, c'est vraiment d'être l'interlocuteur privilégié des entreprises de toute taille, de la plus petite à la plus grande, sur toutes les questions qu'elles pourraient avoir en termes d'emploi et de compétences. Donc ça veut dire que dans le sujet qui nous concerne, les entreprises qui veulent mettre en place de la formation à distance peuvent vous contacter directement. Clairement, c'est complètement notre rôle et on est vraiment là pour ça. J'incite les entreprises à vraiment utiliser, si j'ose dire, l'opérateur de compétences parce que beaucoup ne le font pas encore aujourd'hui et c'est la mission qui nous est confiée par l'État et c'est le service qu'on doit rendre aux entreprises. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Donc, les 11 OPCO. Les 11 OPCO, exactement. Voilà. On fait partie exactement de ces 11 OPCO en fonction de la branche professionnelle. Un OPCO est dédié. Et donc, voilà, j'ai cité quelques branches du réseau Acto, s'il faut pour aller plus loin. Mais voilà, effectivement, les 11 OPCO. Et puis, actuellement, avec cette crise sanitaire, sociale, économique mondiale, notre rôle et nos principales préoccupations, déjà, petite parenthèse, l'OPCO est toujours en activité, hein, il n'y a pas de chômage partiel chez nous, on est tous les collaborateurs de l'OPCO sont à 100% en activité, donc en télétravail. Hein. Donc la machine continue de fonctionner, donc il ne faut vraiment pas hésiter encore une fois à nous solliciter, même en ce moment. Et puis nous, nos missions en ce moment sont très centrées bien sûr autour du Covid-19 et de l'accompagnement de ces structures. Donc on est sur un référencement en ce moment de toute l'offre de formation à distance que vous évoquiez Bernard. Donc on a tout un catalogue de formations en ligne qui se déploie au fil de l'eau pour recenser toute la formation à distance. On travaille déjà sur un référencement aussi de toutes les actions de formation, en tout cas d'une grande partie des actions de formation pour travailler au post-confinement. Et donc accompagner les structures de nos branches sur ce redémarrage économique hein, qui va être lourd pour certaines puisqu'on a la branche de l'hôtellerie-restauration qui est à 99% à l'arrêt, on a la branche de l'aérien qui est à 10% d'activité. Donc on travaille sur ce référencement d'offres de formation à distance ou en présentiel pour relancer la dynamique des entreprises. Et puis on est aussi bien sûr sur le sujet du FNE formation pour les structures qui seraient actuellement en chômage partiel, et j'imagine qu'il y en a parmi vous qui sont concernées par ce chômage partiel. Et donc, on est aussi là pour accompagner les entreprises à maintenir l'effort de formation pendant ce chômage partiel à travers le FNE Formation, qui est pour le réseau Acto, piloté et géré par Florence, qui m'accompagne aujourd'hui, puisqu'elle est la référente pour le réseau Acto Île-de-France de toutes ces questions autour du FNE Formation et du chômage partiel. Merci Barbara. Justement, Acto est aussi représenté par Florence. Absolument. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci au MEDEF Île-de-France de nous recevoir et d'avoir prévu ce webinaire. Je suis Florence Lescoat, conseillère en formation à Acto Réseau Ocalia depuis quelques années et depuis quelques semaines, comme l'a dit Barbara, référente pour le réseau du FNE Formation Covid-19, pour l'appeler par son vrai nom, voilà, sur l'Île-de-France. Mon tout premier message, il est vraiment auprès des chefs d'entreprise qui sont là ce matin, qui nous regardent, notamment patrons de TPE et de PME.
pour leur dire que l'OPCO aujourd'hui eh bien, est encore plus leur clé d'entrée pour obtenir des aides financières dans le cadre de la formation professionnelle continue, que l'on se situe comme votre référent emploi-formation, que ce soit durant cette période-là, si vous avez mis de l'activité partielle ou pas. Donc voilà, j'insiste sur ce petit message-là, ce ne sera pas le dernier, mais à contacter donc votre OPCO en fonction de votre convention collective. Voilà, quelle que soit votre taille, quel que soit votre secteur d'activité, vous pouvez être accompagné. Voilà, donc moi, mes collègues et moi-même sont dans la période, comme le disait aussi Barbara, très, très fortement mobilisés pour accompagner les entreprises à maintenir l'employabilité de leurs salariés. Merci Florence. Et puis, ce matin aussi, nous avons la Fédération de la formation professionnelle, représentée par Eric Parquet. Eric. Eh ben, bonjour à tous et merci de nous accueillir et merci de me proposer d'intervenir à double enjeu. Le premier en tant que chef d'entreprise d'un centre de formation en apprentissage. Donc, on m'a proposé de vous proposer un premier retour d'expérience de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer, mais également présenter la Fédération de la formation professionnelle qui regroupe aujourd'hui à peu près 1000 adhérents autour des acteurs de la compétence. Voilà, donc on apporte conseils et services à tous nos adhérents et je représente effectivement l'Île-de-France en tant que vice-président de la fédération. Merci Eric. Et puis avec nous aussi et avec vous tous, Marjorie Léchelle, MEDEF Île-de-France, qui assurera le lien, notamment pour les questions. Et qui essaye en tout cas. Qui va essayer. Voilà, donc sur le chat, alors sur Zoom, vous avez un petit icône en bas qui s'appelle Converser et vous pouvez effectivement poser vos questions au fur et à mesure, parce que c'est extrêmement difficile, bien entendu, avec le nombre que nous sommes d'intervenir tous, bien sûr, mais vous pouvez poser vos questions. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui nous dit « Je ne vous entends pas ». Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Il faut des fois appuyer sur le micro pour enlever le muet. Voilà, en tout cas, donc possibilité de poser effectivement vos questions et nous tenterons au fur et à mesure d'y répondre. L'état d'esprit de ce matin se veut très concret, le plus possible, pratique également sur un certain nombre de sujets concernant la formation à distance. Nous aborderons en première étape, et on va y venir tout de suite un peu, l'intérêt justement pédagogique des formations à distance. Finalement, est-ce que c'est intéressant d'en faire? On est en train de découvrir, je crois, dans cette période qu'il est d'une façon un peu incontestable et presque par obligation, l'institution nous révèle que la formation à distance pourrait être une opportunité, une modalité intéressante, ce qui est déjà dans la loi du 5 septembre 2018, qui inscrit cette possibilité. Mais bien entendu, tout ce qui se fait à distance n'est pas formation à distance. Je crois qu'on va commencer par ce sujet-là. Le FOD a un point de vue sur la formation à distance. Finalement, c'est quoi? Donc, la formation à distance, ce n'est déjà pas de l'auto-formation. C'est peut-être la première chose à dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, la formation à distance se trouve un peu sous les feux de l'actualité, puisque depuis le confinement, tous les centres de formation étant fermés, on propose de basculer au titre de la continuité pédagogique sur des dispositifs à distance ou de se former à distance, sachant que effectivement, la formation à distance, c'est beaucoup d'avantages dans cette période, mais aussi il y a des limites et il y a un cadre réglementaire aussi qui l'accompagne. Donc, on m'avait demandé effectivement de vous en présenter aujourd'hui l'intérêt. Donc déjà, la formation à distance, c'est quoi? C'est la possibilité de se former quand on veut et où on veut. Quand on veut, ça peut être en synchrone, en direct avec un formateur, ça peut être également en asynchrone
où on veut, parce qu'on a une véritable possibilité de mobilité, puisqu'on se forme toujours à partir d'un support numérique. Ça peut être un téléphone, ça peut être une tablette, ça peut être un ordinateur portable. Donc, il y a une véritable souplesse, une adaptabilité et une véritable accessibilité. Encore faut-il déjà, avant, pouvoir vérifier en amont qu'un certain nombre de prérequis. Est-ce qu'un salarié dispose bien d'un équipement numérique? Est-ce qu'il dispose d'un ordinateur? Est-ce qu'il y a une connexion Internet de qualité? A-t-il également les compétences numériques pour se former à distance? Et est-il volontaire? Aussi, il y a une question de volonté qui est assez importante. Donc, il faut effectivement déjà avoir une idée du profil du potentiel apprenant à distance. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, à la différence du présentiel dans une classe, la formation à distance, c'est d'autres formes d'interactivité. On est en interaction parce qu'on va, par exemple, échanger. On échange beaucoup à travers des forums, à travers des échanges par mail. On communique. On crée des temps de réunion en synchrone par des classes virtuelles, comme là, on est en train de faire en ce moment. On s'est tous connectés sur Zoom et on a un véritable temps d'information, mais qui pourrait être aussi un temps de formation. Ces temps d'interaction créent du lien, favorisent la motivation et on le voit bien puisque nous, dans les retours par exemple d'organismes de formation, dans le cadre de la continuité pédagogique, qui ont basculé en urgence et à marche forcée sur distanciel avec leurs apprenants, c'est un élément essentiel, c'est de savoir de pouvoir garder le lien avec des vidéos, avec des smartphones, avec des moyens de communication qui sont les réseaux sociaux, de pouvoir toujours garder le lien. C'est le plus important. Et une autre caractéristique, un autre avantage qu'on peut donner la formation à distance, c'est la variété des activités pédagogiques. Qu'est-ce qu'on fait à distance? On peut faire un quiz, on peut s'auto-évaluer, on peut se récompenser avec un badge numérique pour une montée en compétences. On peut regarder des vidéos, des tutoriels, répondre à des sondages, travailler ensemble sur un mur collaboratif, s'échanger comme on le fait en ce moment, se poser des questions par le chat, la conversation de Zoom. Donc, il y a un ensemble d'activités qui permettent véritablement de maintenir l'engagement des apprenants et de ne pas le laisser dans une position passive. Ça, c'est un véritable plus du distanciel. Ça veut dire quand même que tout est basé sur le fait qu'il y ait une intention pédagogique et qu'il y ait un processus d'apprentissage qui soit associé. Complètement. Et j'y reviendrai d'ailleurs, Bernard, là-dessus. C'est sur la question de l'accompagnement qui est une notion essentielle. Quels sont les risques d'une formation à distance? C'est le décrochage, c'est l'isolement, c'est le fait que les personnes, finalement, au bout d'un certain temps, derrière un ordinateur, se sentent très, très isolées. Donc, il y a la question d'une part déjà de l'individualisation, d'être en mesure de pouvoir, par exemple, proposer un test de positionnement à la personne pour lui offrir un parcours de formation à la carte et selon ses propres besoins. On peut affiner comme ça beaucoup plus le besoin. Et puis, de pouvoir effectivement être en mesure toujours d'avoir un mentor, un tuteur, un accompagnateur. Le formateur doit être là, doit pouvoir l'assister pédagogiquement, surtout pour le tuteur et le formateur, dans l'ensemble de ces activités pour pouvoir maintenir sa motivation et l'engagement. C'est assez contre-intuitif, mais on a remarqué qu'aujourd'hui, typiquement, des organismes, des gens qui préparaient par exemple un CAP de boulanger-pâtissier, à cause du confinement, on a été obligé de continuer cet enseignement à distance, donc ils sont sortis de leur apprentissage en tant que tel, et on s'est dit, mais la formation à distance n'est pas du tout adaptée pour ce type de métier d'artisan, et en fait, on peut faire beaucoup de choses. Alors évidemment, on ne met pas en pratique le geste d'un boulanger qui va pétrir une pâte, mais on va lui donner un ensemble d'éléments et de ressources qui lui permettront d'avoir une démarche réflexive sur son travail. Et c'est une autre façon aussi d'apprendre le geste,
Ce n'est pas de le faire, mais c'est aussi d'avoir cette démarche réflexive. Donc, ça veut bien dire qu'il faut inscrire la formation à distance dans un processus d'apprentissage et donc dans tout ce qui peut permettre au final d'apprendre, et ce n'est pas transférer ce qu'on fait en présentiel dans le à distance. Surtout pas. Il y a une véritable réingénierie pédagogique et une réflexion. Voilà. On ne projette pas du tout du présentiel, on ne le passe pas en PDF pour le mettre à distance. Effectivement, voilà, ça, c'est absolument pas ce qu'il faut faire en formation à distance. Et puis, d'ailleurs, il y a effectivement la notion du respect d'un certain nombre d'exigences réglementaires. Je pense qu'on en reviendra avec… on va y venir tout de suite derrière, voilà, effectivement. Là-dessus. Et y compris sur la qualité, on y reviendra tout à l'heure aussi. Et sur la qualité, et de dire, voilà, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que la formation à distance, ce n'est vraiment pas du tout de l'auto-formation et ça nécessite un important accompagnement, et on y reviendra tout à l'heure pour pouvoir vous donner un petit peu des indicateurs de qualité de formation à distance. Oui, ça, on s'aperçoit, je n'ai pas eu l'occasion de me présenter, mais je dirige Défi Métiers, qui est un organisme justement État et région Île-de-France, où on fait un certain nombre de travaux sur la relation entre la formation, mais aussi sur l'offre de formation, on y reviendra aussi. Et il apparaît comme étant fondamental de considérer que la formation à distance, étant à distance, renforce la nécessité d'une relation humaine à travers notamment de l'accompagnement. Acto, vous avez aussi un regard de la formation à distance et surtout des conditions qui permettent aussi de la gérer, de la financer, etc. Oui, tout à fait. Il y a effectivement, comme le disait Aurélia, un cadre réglementaire strict, si j'ose dire. Ça, c'est un petit peu le rôle et la mission de l'opérateur de compétences, c'est d'avoir cette démarche un peu administrative autour de la FOAD. Juste pour préciser un petit peu le propos, toute action de formation, même si ce n'est pas forcément toujours adapté, et ça, c'est des réflexions qu'on doit mener, mais toute action de formation, aujourd'hui, peut être à distance. Ça peut être de la formation individuelle ou collective, ça peut être une formation commerciale, ça peut être une formation scientifique. Je veux dire par là que l'action de formation à distance peut devenir, et doit en quelque sorte aussi devenir une réelle modalité pédagogique dont les entreprises… Et y compris la formation en alternance, ce que Eric nous en parlera tout de suite après. Complètement, y compris la formation en alternance, y compris les formations longues potentiellement, puisque des formations certifiantes, diplômantes, qualifiantes peuvent aussi se faire à distance à travers la FOAD. Donc, c'est effectivement, il y a une réflexion à avoir autour de cette formation à distance et les entreprises doivent bien sûr bien comprendre qu'il y a un réel intérêt pédagogique pour l'apprenant, bien sûr, mais aussi pour elle en termes de baisse de coûts de formation. Pour elle aussi, si elle a des collaborateurs qui ont des difficultés d'accéder à la formation en présentiel, c'est quand même beaucoup plus facile. Et puis, mine de rien, ça met l'entreprise un peu dans cette démarche de développement numérique qui devient essentiel aujourd'hui et ça peut aussi passer par cette formation à distance, de commencer à travailler sur des outils numériques en entreprise. Voilà, pour le cadre réglementaire, donc effectivement, la formation à distance, il doit y avoir une assistance pédagogique, mais aussi technique, puisque si l'apprenant se retrouve face à un écran qui ne fonctionne pas, il faut que quelqu'un puisse lui répondre facilement. Pédagogique aussi, bien évidemment, s'il ne comprend pas les notions qui lui sont présentées, il faut qu'il y ait un formateur qui puisse lui répondre, à distance toujours. L'apprenant doit aussi au préalable avoir quelques informations sur la formation qui va lui être dispensée, quel est l'objectif pédagogique, combien de temps la formation va durer. Il faut qu'il ait un petit peu ce cadre, on n'est pas sur du présentiel, donc il faut, comme le disait Aurélia, pour pas qu'il décroche, qu'il ait un cadre autour de tout ça et qu'il ait une notion de temps de sa formation et d'objectif. Et puis aussi, il faut qu'on lui rappelle l'évaluation de la formation, que ce soit une évaluation par jalon ou au final, quel est l'objectif, encore une fois, de cette action de formation et qu'est-ce qu'il gagnera au final. Donc ça, c'est un petit peu le cadre réglementaire qui structure la FOAD. Donc toute action doit pouvoir se mettre à distance, mais pour autant, il y a un impératif. C'est très important. Et on s'appuie sur la loi quand même de 2018 qui a autorisé de le considérer comme un dispositif finançable. Exactement, exactement. Ça a assoupli la formation à distance. Voilà, c'était important. On passera aux questions après. Avant, Eric, je sais que vous travaillez, vous,
sur la formation à distance, mais dans le cadre de l'alternance, qui est tout à fait intéressant. Ah, il faut enlever le muet du micro. Et... Voilà, ça y est, on Voilà. a rétabli le droit de communiquer et je vous remercie. Alors, déjà, je partage complètement ce qui a été dit par Aurélia et Barbara sur les fondamentaux de la formation à distance. Je vais peut-être mettre l'accent sur plutôt l'opportunité en jeu sur l'alternance et également donc, vous proposer un retour d'expérience concernant l'apprentissage, mais plus largement sur l'alternance, quelle que soit la forme, on va dire, juridique. Faut bien voir qu'on a vécu le 16 mars une rupture. Globalement, les acteurs de la formation en alternance étaient en présentiel, dans une très très grande majorité. Et on a dû, en l'espace de 24-48 heures, prendre des décisions pour transformer toutes nos classes en distanciel. Et ça a été un enjeu majeur parce qu'on n'avait pas le choix. Et je pense aujourd'hui que le retour d'expérience par rapport à ça est bon, voire même très bon. Grâce à tout le monde, grâce aux formateurs, grâce aux apprenants, grâce à, je dirais, à tous les collaborateurs qui sont impliqués dans la continuité de l'activité. Je reviens un petit peu sur l'alternance et l'enjeu de l'alternance. C'est un ternaire entre le jeune, l'entreprise et le centre de formation, avec pour objectif d'amener l'apprenant à des compétences métiers, l'acquisition de compétences métiers. Donc, ça veut dire qu'il y a un énorme présupposé, c'est qu'il y a un équilibre à trouver entre la théorie et la pratique, avec de l'expérience qui peut acquérir à la fois au centre de formation, mais également en entreprise. Là, il y a un premier point qui est à souligner, c'est que compte tenu de ce qui s'est passé et du confinement, beaucoup de jeunes n'ont pas pu acquérir leur expérience, soit au centre de formation, soit en entreprise. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut faire attention, parce que dans l'apprentissage, quel que soit le secteur d'activité et quel que soit le niveau de l'apprentissage, on doit suivre ce qu'on appelle un référentiel de compétences. Donc là, il y a un point de vigilance par rapport à ça. Et il faut bien voir qu'on a transformé donc nos classes en classes virtuelles, en distanciel donc synchrone, c'est-à-dire tout le monde, alors pas forcément au même endroit, c'est ça la grande différence avec le présentiel, mais au même moment. Et effectivement, on a été confronté à quelques petits soucis, mais vraiment des soucis mineurs. Les vrais soucis qu'on a rencontrés, c'est les zones blanches, c'est-à-dire des endroits, même en Île-de-France, où il n'y a pas Internet à haut débit, le jeune n'a pas forcément la capacité à se connecter, soit parce qu'il n'a pas le matériel, soit parce qu'effectivement, là où il est confiné, il n'a pas un débit suffisant. Je crois que le débit minimum pour pouvoir suivre un cours en distanciel, c'est 1 mégaoctet de données qui remontent. Et il y a encore des zones en Île-de-France, même pas très loin de Paris, où des jeunes n'ont pas ce débit. Pour revenir au retour d'expérience, oui, effectivement, ça fonctionne. Ça fonctionne même plutôt bien. On a été très agréablement surpris et des formateurs qui se sont mis, même ceux qui nous paraissaient peut-être les plus réticents, et surtout les jeunes. On a un taux de présence qui est aussi bon qu'en présentiel. Et lorsqu'on fait des sondages, bien sûr, ça ne remplacera jamais le présentiel, et il y a une demande de revenir en présentiel, c'est évident. Alors après, on peut dire, voilà, est-ce que c'est une demande de sortir du confinement pour effectivement revenir à une vie normale, ou est-ce qu'il y a le présentiel qui manque? Je pense que les deux réponses sont justes et qu'il faut faire le discernement par rapport à ça. En tout cas, ça mérite d'avoir une vraie réflexion sur où est-ce qu'on met le curseur entre le présentiel et le distanciel. Il est bien évident que si on n'avait pas été amené à faire ça d'une façon, on va dire, obligée, on aurait peut-être mis 6 mois, voire 1 an avant de progresser vers le distanciel. Et là, aujourd'hui, ce qui est certain, en tout cas, ceux qui sont dans la formation en alternance et en apprentissage, on ne fera pas une marche arrière par rapport au distanciel. Par contre, on va essayer de réfléchir sur justement où se trouve l'équilibre entre le présentiel et le distanciel, et surtout entre le synchrone et l'asynchrone. Je m'explique un peu plus. Le synchrone, c'est ce que vous avez expliqué, Aurélia et Barbara, à savoir c'est un cours
c'est un formateur qui fait un cours à distance. L'asynchrone peut être intéressant, surtout par rapport à la rentrée, où, et je pense qu'on va y revenir, où il est nécessaire à la fois d'accompagner les jeunes qui vont arriver et qui nous demandent de les aider à trouver une entreprise et surtout soutenir l'offre, c'est-à-dire jusqu'à présent, on avait beaucoup plus de demandes d'entreprises que de jeunes qui pouvaient postuler à des postes en entreprise en alternance. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Très clairement, les entreprises il faut les aider, il faut les accompagner. Il faut leur permettre aussi d'accueillir un jeune pendant une période d'essai un peu plus longue, mais réfléchir également dans quelle mesure il peut y avoir un intérêt à ce que le curseur de présence en entreprise soit plus élevé que ce que nous avions l'habitude de faire, et en échange, peut-être permettre aux jeunes de suivre des parcours de formation ou des modules de formation au sein de son entreprise. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que nous devons avoir des offres de formation asynchrones, c'est-à-dire des parcours de formation, qu'on puisse digitaliser des parcours de formation de façon à proposer une pédagogie inversée, une pédagogie de proximité, quel que soit le lieu. Et ça, c'est une vraie question qu'on se pose. Et je pense que les OPCO ont un rôle à jouer là-dessus, de façon à aider les acteurs de la formation en alternance à pouvoir digitaliser des parcours, des référentiels, de façon à pouvoir faire du synchrone et de l'asynchrone. Voilà un petit peu un premier retour d'expérience. Et on pourra continuer. On considère que cette première partie, c'est quand même aussi pratique, même si ça ne se voit pas bien, mais c'est fondamental de savoir ce qu'est la formation à distance pour pouvoir la faire, sinon on finance un peu n'importe quoi. Et c'est ce qu'on peut aborder maintenant, des aspects plus pratiques de comment ça se passe, quelle offre et quel financement sur cette formation à distance dans cette période-là. Acto, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Absolument, puisque une convention est en train d'être signée entre la Direct Île-de-France et les OPCO en Île-de-France, ce qui nous a permis, malgré tout, de lancer déjà le process. Cette convention-là porte sur du FNE formation Covid-19. Ces aides financières-là vont aller aux entreprises qui ont des salariés en chômage partiel et qui vont partir dans le cadre de formations à distance. Les formations éligibles ne sont donc que des actions de formation à distance, d'où l'intérêt, je rappelle un peu ce qu'a dit tout à l'heure Aurélia, mais la notion et le fait que le salarié doit être vraiment volontaire. Et voilà pourquoi on va demander l'accord écrit du salarié dans le cadre de cette action de formation à distance. Quelles sont les actions de formation qui sont éligibles au-delà de cette modalité-là, puisque nous sommes en confinement, donc elle ne peut pas se dérouler de toute manière en présentiel. Toutes les actions de formation sont éligibles, à savoir une action de formation classique, un bilan de compétences ou encore une action de validation des acquis de l'expérience. Quelle est la période concernée pour cette convention qui va nous permettre de déployer les aides financières du Fonds national pour l'emploi formation Covid-19? C'est à partir du 1er mars et jusqu'au 31/12/2020. Il faut savoir que, je le répète, les actions de formation doivent démarrer lorsque les salariés sont en chômage partiel. Ça veut dire que par le FNE Formation, on peut financer des formations jusqu'à la fin 2020. Exactement. D'accord, ce n'est pas uniquement après jusqu'au déconfinement Alors, non, puisqu'il y a des structures qui ont mis en place le dispositif d'activité partielle jusqu'au 31/12/2020. Voilà pourquoi la convention va porter sur cette période-là. D'accord. Alors, oui, allez-y Florence. Elle concerne donc, je l'ai dit, tout type d'action de formation. Cela dit, sont exclus de ce financement FNE formation Covid-19 les formations obligatoires, tout ce qui est hygiène, sécurité. Pourquoi? Puisque ces actions-là sont considérées comme tellement importantes qu'elles ne peuvent pas se dérouler
en dehors du temps de travail. Il appartient vraiment à l'obligation de l'employeur de les mettre en place. Donc, voilà pourquoi ils sont exclus de ce FNE formation qui est à destination des actions de formation hors temps de travail, puisque c'est durant le temps de chômage partiel. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Les formations obligatoires, c'est sécurité et santé pour le personnel de l'entreprise. Tout à fait. Parce que quand il y a des formations sur la sécurité de santé, par exemple sur les clients, les fournisseurs, il va y avoir des choses à faire. Là, ce ne sont pas des formations obligatoires. Alors, donc ça peut tout être à fait. Parlons-en, c'est le cas des formations aux gestes barrières. Cette formation-là, prise isolément, ne sera pas éligible puisqu'elle doit être professionnalisante et en lien avec le métier. Donc, dès lors qu'elle est en lien avec la mise en place d'une nouvelle organisation du travail, la formation aux gestes barrières sera bien entendu et est bien entendu éligible à ce FNE formation Covid-19. Voilà. Dans tous les intervenants, si vous souhaitez intervenir maintenant, il n'y a aucun problème, vous savez, on a réparti la parole jusqu'à présent, mais vous pouvez intervenir, bien entendu. Donc, éligible au FNE formation, la procédure pour pouvoir accéder au FNE formation, comme on fait. Alors, la procédure, et c'est pour ça que je le rappelais en introduction, ce sont les OPCO qui portent cette convention de délégation de gestion par la directe. Donc, on va instruire les dossiers et on a une marge de manœuvre qui est importante puisque pour tous les dossiers qui sont en deçà de 1 500 € TTC par salarié, nous accordons le dossier dès lors qu'il est dans les clous, c'est-à-dire avec un organisme de formation, un prestataire externe déclaré comme tel, c'est-à-dire avec un numéro de déclaration d'activité, un prestataire datadocké. Dès lors que vous avez les documents qui sont obligatoires à fournir en plus de votre demande de prise en charge, l'OPCO validera votre dossier. Quels sont donc ces documents qui sont obligatoires? C'est la demande de subvention. C'est un modèle que vous pouvez trouver et j'indiquerai le lien du site de la Directe Île-de-France. Vous pouvez le télécharger ou vous demandez à votre conseiller d'OPCO. Également, il nous faudra la copie de la décision d'autorisation d'allocation d'activité partielle. Et enfin, ça c'est un document qui n'est pas obligatoire, notamment pour des grosses structures. C'est pas obligatoire à fournir à l'OPCO, mais qui est cependant essentiel, c'est l'accord écrit de chaque salarié. Donc, si les entreprises, ça leur demande un travail qui est trop important de nous recenser la totalité de ces accords écrits, elle peut les garder par devers elle et pouvoir les transmettre en cas de contrôle, mais on ne va pas les demander systématiquement dans le cadre de l'accord de prise en charge. Donc, ça aussi, on travaille en lien étroit avec la Directe Île-de-France qui attend aussi de notre part des solutions d'optimisation de manière à ce qu'on puisse alléger le dispositif et notamment sur cet accord écrit qui est indispensable mais qui ne transitera pas forcément par l'OPCO. Dès lors, préciser que pour ce type de formation, Défi Métier est impliqué d'ailleurs, mais aussi la RACT pour assurer une validation technique en termes de contenu justement sur ce type de formation important dans cette période. Marjorie, des questions? Je crois. Par contre, il faut libérer ton micro. Il faut déconfiner ton micro. Oui, non, je voyais une question intéressante. Est-ce que la délégation de paiement est autorisée sur les dossiers FNU gérés par les OPCO? Absolument, excellente question. La Directe Île-de-France, à ce jour, puisque les règles évoluent très régulièrement, mais à ce jour, elle privilégie la subrogation. Ça veut dire que ça comporte deux avantages pour les entreprises. Le premier, c'est la sécurisation du dossier, puisqu'il transite vers l'OPCO. Donc, s'il est accordé, ça veut dire que toutes les pièces sont en règle. Donc, après, lorsqu'il y aura le contrôle de service fait de la part de la Directe, l'entreprise pourra être
tout à fait sereine. Et puis, ça sécurise également l'organisme de formation, puisqu'on va le régler à travers un acompte au démarrage de l'action de formation à hauteur de 50%, puis les 50% restants à l'issue de l'action de formation. Il faut passer obligatoirement par un organisme avec un numéro de déclaration d'activité. Ça ne peut pas être fait dans l'entreprise. Non, la formation interne est exclue. Et j'en profite aussi pour vous dire que la formation en alternance est exclue, enfin, la formation à destination des alternants, contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage est exclue de ce dispositif FNE formation Covid-19. Tout à fait. Oui, Eric. Oui, tout à fait. Vous avez eu à traiter ça? Je corrobore ce que Florence vient de dire. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est par son OPCO que démarre la procédure. Et dans certaines formations, il pourrait y avoir un financement FNE formation OPCO aussi. Alors, le FNE formation, il n'est pas cumulable avec d'autres enveloppes, puisque à Acto Réseau Opcalia, on conventionne avec, on a 30 partenariats noués, que ce soit avec le FSE, avec l'État à travers la directe et notamment les enveloppes EDEC, que ce soit avec Pôle emploi ou la GFIP. Il n'y a pas de cofinancement possible avec le FNE formation puisque jusqu'à 1 500 € TTC, le FNE intervient à 100%. Et puis aussi pour la logique du fait qu'on ne cumule pas des fonds publics les uns avec les autres. Juste une question, pour une formation dont le coût pédagogique dépasserait 1 500 €, comment cela se passe-t-il? Eh bien, c'est l'OPCO qui transmettra la demande à la directe à ce jour, parce que ça pourrait évoluer, mais à ce jour, pour la directe Île-de-France, on leur retransmettra la totalité du dossier, c'est-à-dire les 3 pièces que j'ai mentionnées qui sont obligatoires, la demande de subvention, l'autorisation d'activité partielle et l'accord écrit du salarié pour ceux qui peuvent la fournir, ainsi qu'un programme et un devis. Donc, tout ça transitera toujours par l'OPCO, mais c'est la directe qui sera en charge de son instruction et qui décidera s'il y a un financement total, partiel ou nul. Alors, une question très pratico-pratique, est-ce qu'on doit déposer un seul dossier pour toute l'entreprise ou est-ce que et tous les salariés sont concernés ou est-ce qu'on fait un dossier par formation? Alors, on fait un dossier par formation. C'est-à-dire que le dossier peut faire 3 000 € TTC s'il comporte 2 salariés. La demande de subvention, elle est par action de formation. Important à rappeler, mais c'est dans chaque principe est celui-là. Si on veut un financement, il faut bien passer par une procédure, un processus, donc en passant par l'OPCO et ensuite validation par la directe. Et si on a trouvé son règle de formation, il faut aussi passer, si on veut un financement, il faut passer par l'OPCO. On ne peut pas le traiter en direct comme ça. La directe ne prendra pas. Absolument, il n'y aura pas de remboursement effectué auprès des adhérents et auprès des entreprises. Le principe est vraiment de régler en direct les prestataires de formation. Et là aussi, ça va soulager grandement les entreprises. J'ai précisé tout à l'heure, j'ai parlé de la RACT, qui est l'Association régionale d'accompagnement des conditions de travail. Voilà, pour préciser, parce que c'était peut-être mal prononcé, on pouvait se méprendre. C'est la RACT qui intervient forcément, puisqu'on parle à travers les gestes barrières aussi d'organisation du temps de travail, et c'est aussi là-dedans que l'État positionne ce type d'action et de formation. Il s'agit à la fois de produire éventuellement des évolutions de l'organisation du travail pour intégrer les conditions de crise sanitaire et de précaution de santé et d'hygiène dans ce cadre-là, d'où l'intervention souvent de la RAC. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. En attendant, question, Marjorie. Est-ce qu'un bilan de compétences peut être pris en charge par le dispositif? Alors, tout à fait. Le bilan de compétences, il est éligible et également la VAE sont éligibles au dispositif FNE formation Covid-19. Alors, Florence, on vous demande si vous intervenez au titre d'Opcalia, au titre d'Acto,
Alors, j'interviens au titre d'Acto Réseau Opcalia. Comme le disait Barbara, on est en train de faire ce travail de convergence pour réunir nos 5 associations. Il n'est pas encore achevé, mais ce sera bientôt le cas. Donc, il y a un référent par réseau Acto aujourd'hui. Et pour tous les OPCO, c'est pareil. Hein. Pour tous les OPCO, c'est pareil. Certains OPCO, vous connaissez l'histoire, mais certains OPCO ont eu peu de modifications, on va dire, dans leur périmètre et leurs adhérents. Et puis certains ont eu effectivement des extensions de périmètre qui compliquent un peu la mise en place, mais tout se fait en même temps en ce moment. Ça peut être un peu compliqué. Je vois une petite question, c'est est-ce que la Caisse des dépôts a remplacé l'OPCO? Pas du tout. Alors, la Caisse des dépôts, aujourd'hui, elle gère notamment à travers la mise en place de l'application CPF, elle gère le CPF. Les OPCO, OPCAR intervenaient jusqu'à présent sur sa gestion et son financement et ça n'est plus le cas. Il y a une application, donc ça rend les choses encore plus faciles, encore plus pratiques. C'est pour ça aussi que j'incite les salariés qui sont notamment au chômage partiel ou pas, à activer aujourd'hui leur CPF pour bénéficier d'actions de formation qui seraient pris en charge sur leur compte personnel de formation. Juste une dernière petite chose sur le statut. Je suis référente à FNE Formation, mais je déploie l'information auprès de la totalité de mes collègues conseillers formation. Donc aujourd'hui, chaque conseiller de chaque OPCO peut vous répondre sur le FNE. Tout à fait. Et je précise encore qu'il y a un référent sur ce ce type de formation FNE dans chacun des OPCO, bien entendu, puisque toutes les entreprises ne sont pas forcément ici à Acto, mais bien pour chaque OPCO, c'est pareil. Donc, quelque part, vous parlez aussi au nom de tous les OPCO et des modes de fonctionnement. Absolument. Et de tous mes collègues conseillers en formation qui travaillent au plus près des territoires. Voilà. Et chaque direct a des fonctionnements. Hein. Chaque direct régional peut avoir des fonctionnements différents. Donc, ce qui prévaut en Île-de-France n'est pas forcément la même chose en Rhône-Alpes. Oui, c'est ça. On n'a pas aujourd'hui une harmonisation des pratiques, des procédures administratives d'une directe à l'autre. Ça, c'est important aussi à préciser. Je ne sais pas s'il y a des entreprises qui seraient hors Île-de-France, mais voilà, ça peut être différent ailleurs. OK. Est-ce qu'il y a possibilité de financer une formation assurée en interne? Non. Dans le cadre du FNE formation Covid-19, la formation interne est exclue. Après, tout dépend des règles de prise en charge de chacun des OPCO. Nous, par exemple, on a une offre de service sur la FEST, l'accompagnement à la formation en situation de travail, qui est totalement prise en charge et qui peut être intéressante dans ce cadre-là. Bon, c'est pas de la formation interne, mais sur la formation interne, il n'y a pas de financement sur le FNE formation. D'accord. On peut commencer tout de suite la formation ou il faut attendre le OK de la prise en charge en termes de financement? Je pense que vous pouvez démarrer tout de suite les actions de formation dès lors qu'elle est dans les clous, c'est-à-dire qu'elle démarrerait en situation d'activité partielle, que vous avez bien votre notification et que l'action de formation est éligible, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit une action de formation qui ne soit pas farfelue, que ce soit une action qui vise à maintenir l'employabilité de vos collaborateurs dans le cadre de leur contexte de travail. On connaît le délai d'instruction pour l'instant ou pas? Alors, le délai d'instruction diffère en fonction des OPCO. Nous, on a des règlements qui partent chaque semaine. Donc, ça peut être, si la demande est complète, ça peut être assez rapide. OK. Marjorie, d'autres questions? Écoute, non, tu le vois comme moi. Je crois qu'on a... Oui, je les vois passer, donc j'en sors quelques-unes des fois. Parce que c'est on a essayé de les suivre, à part s'il y en a… Oui, c'est pour ça, c'est super. Barbara?
Oui, simplement, je voulais juste reclarifier un petit peu le propos. Il y a bien deux choses aujourd'hui pour les entreprises. Il y a effectivement le FNE formation pour toutes les structures qui seraient en chômage partiel. Donc là, c'est intéressant d'avoir un financement à travers les directs régionales. Et il reste la FOAD pour toutes les structures qui ne seraient pas en chômage partiel, sur lesquelles il peut y avoir des financements, donc toute la formation à distance, est aussi finançable actuellement, même pour les structures qui ne sont pas en chômage partiel. Et à ce moment-là, là, il y a des modalités de prise en charge qui peuvent être différentes sur le plan de développement de compétences pour les structures de moins de 50 salariés, si ça passe par un dispositif éligible type la PROA ou ce genre de dispositif. Donc voilà, donc il y a vraiment, juste simplement pour préciser les choses, s'il y a des structures aujourd'hui qui ne sont pas en chômage partiel, la formation à distance est aussi finançable avec un certain nombre de pièces administratives toujours. Voilà, c'était simplement… oui. Compte tenu des annonces d'hier, ce n'est pas limité au mois de mai, c'est-à-dire qu'on peut demander des prises en charge. Certains ne seront pas déconfinés avant juillet, hein, dans ce qui a été dit, donc ça veut dire que ça dure dans les prises en charge, ce n'est pas forcément au mois de mai qu'on fait sa demande. Hein. Exactement. Absolument. Et puis, c'est pendant la période de chômage partiel de l'entreprise. Les entreprises, même certaines vont reprendre, mais ne vont pas pouvoir reprendre à 100%. C'est ça. Forcément, chômage partiel. C'est ça, exactement. Et puis, même pour septembre, pour des entreprises de Ligue 1, par exemple, il paraît. Bon, sur la qualité aussi et des conditions, il y a quand même un certain nombre de précautions à avoir et certaines cultures, Aurélia ou Eric. Oui, je peux en dire quelques mots. Effectivement, par exemple, excuse-moi, par exemple, les justificatifs. Parce que souvent, la difficulté en formation à distance, c'est comment on justifie. Alors ça, oui. Alors ça, c'est à la fin où on doit effectivement avoir les preuves et justifier de l'action de formation. Donc, on doit justifier, effectivement, mettre à la disposition des financeurs, notamment les OPCO, un certain nombre de pièces. Hein. Et puis, surtout, on doit pouvoir être en mesure de produire un certificat de réalisation. Et dans ce certificat de réalisation, qui doit être réalisé par le prestataire, de mettre la nature des activités pédagogiques qui ont été faites pendant ce temps de formation. Donc, il faut être en mesure de pouvoir garder en pièces justificatives les travaux qui ont été fournis, des évaluations, hein, que les évaluations sont obligatoires dans un parcours de formation à distance, et par exemple des interactions via un forum ou via des échanges de mails ou une capture d'écran d'une classe virtuelle, de pouvoir conserver un certain nombre de pièces qui justifient que l'action de formation a bien été réalisée. Donc, des travaux, des évaluations, des interactions, et on parle de tout élément probant. Donc, oui, donc on a la traditionnelle feuille de présence qu'on ne peut pas faire à distance. Voilà. Hein, c'est toute la difficulté souvent. OK. Et là, les process administratifs se sont quand même assez allégés au niveau de l'OPCO, oui, avec la loi de 2018, où effectivement, on accepte aujourd'hui un peu toute preuve, comme le disait Aurélia, qui justifierait qu'il y a bien eu action de formation à distance. C'est ça, voilà. Est-ce que la formation avec le chômage partiel doit se faire obligatoirement dans le temps de chômage partiel? Alors, elle doit démarrer pendant le temps de chômage partiel. C'est ça, voilà. D'accord. Est-ce que vous faites une différence entre le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage en termes d'éléments de preuve, compte tenu que ce n'est pas du tout les mêmes mécaniques financières? Alors, excusez-moi, je n'ai pas entendu la question. Est-ce qu'il y a une différence en termes d'éléments de preuve entre l'apprenant qui est en contrat de professionnalisation et celui qui est en contrat d'apprentissage et qui peut être dans la même classe, donc avoir les mêmes moyens, les mêmes outils et également les mêmes contraintes? Dans le cadre de la formation à distance? Oui. Alors, à Opcalia, à Acto Réseau Opcalia, on a essayé de faciliter les choses et puis on se rend compte qu'effectivement, ces contrats-là en alternance convergent de plus en plus. On a mis en place un certificat de réalisation que je pourrais vous mettre à disposition qui permet vraiment
d'attester de la participation de l'apprenant à ces différentes actions de formation à distance. Oui, je partage tout à fait ce que tu dis. Pour autant, il y a une grande disparité entre les OPCO concernant ce point-là. Ça, c'est possible. Mais on tend vers l'allègement administratif, encore une fois, et c'est vrai que ce certificat de réalisation veut remplacer toutes les pièces administratives de preuve de l'action, que ce soit de la feuille d'émargement pour de la formation présentielle, que ce soit des relevés de connexion pour les formations distancielles. Donc, en ce sens, effectivement, on veut converger, que ce soit sur de la formation classique ou en alternance. Après, vous dire exactement les pièces sur la formation à distance d'un contrat d'apprentissage et d'un contrat de professionnalisation, aujourd'hui, je ne saurais pas vous les donner précisément parce que c'est plus complexe. Mais si nécessaire et s'il y a des questions là-dessus, bien sûr, on vous communiquera l'ensemble des éléments sans faute. Alors oui, justement, c'est à préciser. Excuse-moi, Eric. Je voulais simplement préciser qu'il y a des questions qui défilent beaucoup et nous donnerons les liens de chacun de nos structures puisqu'il y a nous, par exemple, il y a le catalogue formation sur les gestes barrières, gestion du travail sur défis métiers. C'est une collaboration avec Acto et tous les OPCO sur la directe, etc. Donc, on vous donnera tous les liens FFP et FOD. Mais il y aura aussi des réponses aux questions sur le site du MEDEF Île-de-France, hein, Marjorie, oui. Où on récupérera toutes les questions qu'on n'a pas pu traiter ce matin. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez les réponses sur le site et donc des liens pour pouvoir trouver des réponses pratiques, puisqu'il y a un certain nombre de questions très, très pratiques là aussi qui circulent. Voilà. Eric? Non, c'est bon, c'était pour mettre en avant l'OPCO Acto est certainement un des plus performants aujourd'hui concernant la mécanique de l'alternance d'une façon générale. Voilà, ce n'était pas parce que vous êtes à côté, simplement pour arrêter au niveau des OPCO sur un des secteurs majeurs qui est l'alternance en France. On a bien vu que le gouvernement a fait quand même beaucoup de choses pour aider au développement de l'apprentissage en France et qu'effectivement aujourd'hui il ne faudrait pas que cette belle mécanique se grippe, non pas par rapport à des problèmes administratifs mais également aussi pour le fait que les entreprises vont certainement avoir des difficultés à relancer les recrutements d'apprenants. Et ça, c'est un enjeu majeur parce que que vont devenir les jeunes qui viennent dans les centres de formation parce qu'ils candidatent à des formations, il y a des parcours, il y a des métiers. Si derrière, il n'y a pas la réponse de l'entreprise, ils risquent de sortir du système et d'être sous les radars, ce qu'on appelle sous les radars. Et il est très difficile après de suivre les jeunes qui sont sortis du système, soit de l'alternance, soit de l'éducation classique, on va dire. Et ça, c'est un enjeu majeur sur lequel je souhaite nous alerter, qu'on a un rôle tous à aider par rapport à ça, et donc aider les jeunes, mais aussi aider les entreprises dans ce redémarrage d'activité à la rentrée. On précise que, bien entendu, tout le webinaire a été enregistré. Donc, vous pourrez retrouver avec un lien, je suppose, sur MEDEF Île-de-France, Marjorie. Oui, c'est tout à fait ça. Voilà, il y aura un lien pour pouvoir revoir le replay de notre temps ensemble. Il est 59. Une dernière question ou des dernières questions. On s'autorise un dépassement de 5 minutes s'il faut, Marjorie? Oui, tout à fait. Est-ce que tu… Lorsque le salarié est en chômage partiel et qu'il suit une formation, l'entreprise doit-elle compléter l'indemnité d'activité partielle jusqu'à 100% du salaire? Alors, pas du tout. Sauf si, durant sa formation, il retrouve une activité à 100%, mais sinon, ce sont vraiment les mêmes règles que le chômage partiel. Donc, ce n'est pas du tout 100% de son salaire. C'est 70% de son salaire. Lorsqu'il est en formation sur son temps de chômage partiel. Très bien. Une dernière question. 70% du brut, 84% du net. Voilà. Chacun des intervenants, si vous avez un petit mot, une recommandation et autres petits conseils, même si les conseillers ne sont pas les meilleurs, un petit conseil pour terminer, puisqu'il est 11 h.
Un petit conseil, peut-être très rapidement, de dire que voilà, on aura une offre de plus en plus grandissante de formation à distance et qu'il faut effectivement pouvoir un petit peu s'orienter dans ce foisonnement et pouvoir quand même distinguer un certain nombre de critères synonymes de qualité de la formation et qui sont de regarder effectivement si dans l'offre de formation, il y a une variété d'activités pédagogiques, si un véritable accompagnement a bien été prévu dès le début du parcours. Est-ce qu'il y a eu aussi une proposition de faire un positionnement pour pouvoir individualiser un peu plus les formations? Donc voilà, de pouvoir effectivement avoir un certain nombre de critères pour pouvoir, avant de choisir sa propre formation. Et je voulais vous dire aussi que je pense personnellement qu'on va assister quand même à une forte montée du télétravail, que le télétravail va s'installer certainement dans la durée et qui va continuer aussi après le déconfinement. La date de mai est qu'une date un peu arbitraire et qu'on va continuer de toute façon à beaucoup télétravailler. Et il y aura certainement un certain nombre de formations à mettre en place, des formations pour les montées en compétences des salariés sur les outils numériques, pour pouvoir travailler sur des outils collaboratifs, mais aussi surtout sur des formations de management à distance, comment garder la motivation de ses équipes à distance. Voilà, il y a tout ce type de formation, cette émergence de besoin de formation qui va certainement arriver. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion. Merci. Tout à fait. On participe aussi à Défi Métiers à donner un certain nombre de ressources pédagogiques et collaboratives là-dessus. On aura bien entendu à y revenir. Pour terminer, Acto. Alors, je vous appelle Acto, désolé, Barbara et Florence. Et c'est pas grave. On est Acto. De la part. Simplement, ne surtout pas hésiter à solliciter son opérateur de compétences. Ouais. On l'a répété à plusieurs reprises, effectivement. Donc, que ce soit Acto ou un autre opérateur de compétences, normalement, vous savez qui il est, puisque vous avez fait une contribution légale au 28 février dernier. Vraiment, l'opérateur de compétences est là pour répondre à toutes les questions emploi-formation. On est très dynamique sur ces sujets et très impliqué sur ce sujet Covid-19, sur la difficulté de reprise économique pour beaucoup d'entreprises après la crise. Et il y a des ateliers, des groupes de travail qui sont en cours, nous, au sein du réseau Acto, pour justement réfléchir à comment accompagner les structures, comment accompagner l'alternance, et ce que disait Eric, ces jeunes en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation qui ne vont peut-être pas trouver d'entreprise demain parce que la reprise va être difficile. Donc, on réfléchit à tout ça. On est réellement acteurs sur tout ça. Donc, il ne faut vraiment, vraiment pas hésiter à nous solliciter. C'est notre mission, c'est notre rôle. On est vraiment là pour ça. Il y a des présences territoriales à travers les conseillers formation dans chaque OPCO. Acto, c'est vraiment notre fer de lance, si j'ose dire, cette relation de proximité. Donc, les conseillers peuvent se déplacer ou à distance en fonction des possibilités demain. Mais vraiment, n'hésitez pas à solliciter l'OPCO. Voilà, merci Barbara. Florence, un petit mot? Un petit mot, simplement pour dire à toutes les structures, et notamment les plus petites, qu'en cette période de crise sanitaire, il ne faut vraiment pas rester isolé et d'appeler le conseiller de l'OPCO pour pouvoir bénéficier des aides pour déployer de la formation à distance. Voilà. Merci. Moi, je préciserai quand même que même si le financement et l'élément clé et les procédures pour pouvoir les obtenir sont fondamentaux, il est quand même important de considérer qu'avec le télétravail, il y a vraiment un outil intéressant aussi pour organiser le travail différemment, que la formation à distance doit continuer à s'inscrire dans des processus d'apprentissage, et ce n'est pas parce qu'on va sortir du confinement qu'il va falloir l'oublier. Ça semble fondamental, et que si cette étape a servi à l'inscrire un peu plus dans les processus, c'est peut-être pas plus mal non plus. Eric? Oui, juste pour rappeler qu'effectivement, la fédération, la FFP, regroupe des acteurs qui sont dans une démarche qualité, et ça a été abordé tout à l'heure, cette notion de Datadoc, mais au-delà de la Datadoc, c'est cette capacité aussi à respecter des valeurs, respecter des règles, respecter des procédures.
Et ça, c'est important de le rappeler dans le moment qui nous unit. Nous aussi, on prend l'engagement de s'adapter sur le côté multimodal, quels que soient les secteurs d'activité. Là, on a parlé un peu d'apprentissage. Bon, là, il y a plein de secteurs qui regroupent la fédération. Et effectivement, nous, on a un enjeu aussi, c'est réfléchir à demain sur quelles sont les nouvelles modalités qui permettent à l'apprenant, quel que soit son âge, de continuer à apporter une valeur ajoutée économique à l'entreprise. Et ça, c'est fondamental. Ça permet aussi à l'individu de trouver sa place dans la société et de contribuer et de se sentir utile. Et le rôle de la formation, c'est pas, bien sûr, il n'y a pas que la formation dans l'économie, mais la formation est ce vecteur nécessaire qui permet à chacun de rester dans une activité de compétence qui est utile pour lui et pour l'entreprise et donc pour la société. Voilà aussi ce que je voulais rajouter. Et donc, la fédération œuvre dans ce sens-là. Merci beaucoup aux intervenants. Un petit mot de fin pour le MEDEF, Marjorie. Écoutez, le mot de fin, c'est surtout de vous remercier très chaleureusement d'avoir accepté d'abord notre invitation. Merci à vous. On a été extrêmement nombreux puisqu'on a toujours été, on était bloqués à 100. Bon, donc on a toujours été quasiment à 100. Donc, merci infiniment à tous les participants qui ont été visiblement très remerciés pour leur clarté de leurs propos. Donc, merci infiniment. Je pense que c'est une première au niveau de l'emploi et de la formation et je pense que nous récidiverons parce qu'effectivement, c'était très intéressant. En 1 heure, on a fait le tour des questions, de beaucoup d'interrogations. Donc, merci vraiment infiniment d'avoir été disponible et d'avoir participé à ce webinaire. Voilà. Donc, le replay sur le site du MEDEF, Exactement. les réponses aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre pendant cette heure-là et que l'on a bien entendu gardées. Oui. Et vous retrouvez donc aussi toutes les informations pratiques et plus sur le site des différents intervenants, défi métier, désolé, je commence par moi, mais aussi Acto, le FOD et la FFP et au final le MEDEF. Voilà. Tout à fait. Merci, à très très bientôt. Merci à vous. Bonne journée et bonne Au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Portez-vous bien.